Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, on va mettre le cap sur l'Olympiade des métiers dans notre focus Génération Talent, médaille d'or 2022. C'était Emmanuel Young, un étudiant d'Aix-en-Provence qui s'est distingué dans la catégorie graphique, design, technologie, on en saura plus dans un instant. Elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus. Et Jeanne, avec toi, on va tomber nez à nez, ou plutôt en levant les yeux au ciel, avec les œuvres de Yayoi Kusama, qui est devenue une habitude littéralement à Paris en ce moment. La maison Louis Vuitton met l'artiste japonaise à l'honneur. Un univers coloré et pointillé qui peut rimer aussi avec art business. Oui, tout à fait. Après, en tout cas, l'enseigne de Louis Vuitton sur les Champs-Élysées, c'est au tour de la Samaritaine d'accueillir une effigie à taille d'immeuble de l'artiste japonaise de 94 ans. Nous serons tout à l'heure donc au cœur de cette histoire d'amour de 10 ans entre le maltais français et Yayoi Kusama. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire d'amour, mais en tout cas, c'est notre question du jour. Chine, responsable de 22% des émissions de CO2 des adolescentes françaises. Alors que les marques de prêt-à-porter tombent les unes après les autres, l'ultra fast fashion est-elle la coupable idéale? Pourquoi tant de contradictions entre la volonté d'engagement écolo des ados et leur rapport à la mode? Comment concevoir justement une éducation à cette mode plus durable? On va en parler tout de suite avec Yann Rivoalan, président de la Fédération de prêt-à-porter. Vous plaidez même tout court pour une interdiction pure et simple de Chine. Vous nous direz pourquoi. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Et en duplex avec nous, Jeanne Ravasi, vous êtes responsable marketing France de Pixpay. Vous planchez aussi sur ces habitudes de consommation des ados via le Teenage Lab. Cette étude qui a fait grand bruit, c'est 22% imputé à Chine pour les émissions de CO2 des jeunes françaises. C'est à vous qu'on la doit. On y reviendra. Bonjour. Bonjour. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. La World Skills Competition, ou l'Olympiade des métiers en bon français. Ce sont 1600 jeunes, 1600 talents issus de 85 pays. Pour la dernière édition, c'est Emmanuel Young, un Français, qui a réussi à se distinguer. Médaille d'or dans la catégorie Graphic Design Technology pour l'étudiant de l'école de design d'Aix-en-Provence. Ça fait beaucoup de design dans la même phrase, mais son portrait, c'est tout de suite avec Xavier Terrade. Pendant 4 jours, ils étaient près de 1600, issus de 85 pays. Parmi eux, c'est un Français, Emmanuel Young, qui a reçu la médaille d'or et a remporté le titre de champion du monde World Skills 2022 dans la catégorie Graphic Design Technology, une compétition qui a lieu tous les 2 ans. Cette victoire pour l'étudiant de l'école de design ESDAC d'Aix-en-Provence est le résultat d'un mois de préparation. Emmanuel Young a réussi à se distinguer lors de ces 4 jours d'épreuve avec 3 sujets de 6 heures et un sujet de 4 heures. Des journées qui finissaient seulement aux alentours de 22 heures car le soir il fallait préparer le sujet du lendemain. Chaque matin sa journée débutait à 6 heures par un réveil musculaire avant de se lancer dans une nouvelle épreuve. Malgré la fatigue, le jeune designer a réussi à marquer les esprits. Cette médaille, le jeune homme tient à la partager avec son coach. Il l'a aidé à réaliser ces 4 sujets pour 4 clients différents. Après un master en alternance, Emmanuel Young compte poursuivre sa carrière dans un pays anglophone d'ici quelques années. Le souhait d'un talent bien français qui espère bien s'exporter, avec toujours en tête l'idée de progresser en toute humilité. Et voilà pour ces portraits de jeunes talents. Tout de suite, on va ouvrir le talk. Première partie, populaire mais polluante. Faut-il interdire l'ultra fast fashion? On en parle tout de suite. Et pour en parler aujourd'hui à nos côtés, Yann Rivoalan, vous êtes président de la Fédération française de prêt-à-porter. On le disait tout à l'heure, vous plaidez purement et simplement pour une interdiction de Chine. Vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Également à nos côtés, Jeanne Ravasi, responsable marketing France pour Pixpay. Vous avez l'année dernière délivré cette étude absolument édifiante sur l'empreinte carbone des ados via votre Teenage Lab. Et ça a fait grand bruit là aussi, on va y revenir. D'abord, messieurs, dames, si on regarde les chiffres de l'ADEME sur la mode en général, la mode éphémère, c'est ce qu'on appelle l'ultra fast fashion, c'est le 3e secteur le plus consommateur d'eau. C'est important puisque la journée mondiale de l'eau, c'était il y a quelques jours à peine. Responsable chaque année aussi de 2% des émissions globales de gaz à effet de serre, autant que le transport aérien international et le trafic maritime réunis. Yann, ça fait longtemps qu'on fait ces constats dans le secteur de la mode et de l'ultra fast fashion. C'est lassant de devoir toujours répondre à ces chiffres. Il y a une base qui est
les marques françaises ont compris ce problème depuis maintenant des années. Les marques françaises sont devenues, pour la majorité d'entre elles, vraiment durables. Elles ont mis en place des actions, tant dans les matières. Le coton bio est justement utilisé depuis maintenant très longtemps. Dans la traçabilité, comprendre aussi d'où viennent les produits et comment on peut avoir une chaîne justement qui est la plus écologique possible. Dans l'information vis-à-vis de leurs consommateurs. Donc les marques françaises, justement, font le job. Après, on a un secteur qui, en fonction des statistiques, est parfois le troisième, là, justement, par exemple, sur la consommation d'eau. En soi, c'est le 7e secteur le plus polluant. Donc, il y a une véritable action à mettre en place. Et c'est là où, justement, l'ultra fast fashion, malgré tous les efforts que peuvent faire, justement, les marques françaises, est en train de déferler sur notre pays, est en train de déferler sur le monde. Et les quantités astronomiques, justement, qu'ils vendent, là, sont en train de tuer, justement, tout ce qu'on veut faire comme effort à côté. D'où le fait qu'il faut mettre en place des actions pour pouvoir éviter cette surconsommation, pour pouvoir éviter cette volonté d'acheter des produits qui sont avant tout des produits jetables, pour éviter qu'ils finissent soit sur la place du Ghana, soit, de toute façon, à polluer la planète. Donc il faut justement réussir à prendre des mesures effectives, efficaces dès maintenant. Jeanne, justement, vous êtes une spécialiste des chiffres et de la consommation de ces ados. Quand vous voyez encore une fois ces chiffres qui s'éternisent sur l'impact négatif sur la planète de la mode, est-ce que vous vous dites que ces ados, ils ont conscience justement de leur propre impact via la consommation d'ultra fast fashion ? Je pense que les ados, comme leurs parents, en fait, n'en ont pas vraiment conscience. C'est pour ça que c'est d'autant plus important en fait, de faire de la pédagogie auprès de cette cible, pour deux raisons. La première, c'est que déjà, ce sont les adolescents qui sont les premiers consommateurs de cette fast fashion. Aujourd'hui, ils ont des budgets qui sont limités. Ils ont un peu d'argent de poche tous les mois, mais ils n'ont pas des budgets énormes. Donc forcément, c'est eux les premiers qui vont se tourner vers ce type de mode. Donc c'est pour ça que c'est auprès d'eux qu'il faut faire le plus de pédagogie. Et en plus, c'est vraiment un investissement à long terme parce qu'en fait, c'est eux qui seront les consommateurs de demain. Donc si on veut se diriger vers une société qui est plus consciente de sa consommation et de sa consommation de mode en particulier, on a tout intérêt à éduquer les plus jeunes pour qu'à l'âge adulte, ils gardent ces bonnes habitudes. Mais quand je vous entends tous les deux, je me dis que quand même, on a affaire à un constat un peu frustrant à un moment donné. C'est le prix qui va dicter l'acte d'achat. C'est pas la conscience écologique, Yann ? Alors c'est le prix, mais le secteur de la mode, c'est un secteur qui est merveilleux puisque ça amène un vrai bonheur. Chaque fois qu'on met une nouvelle fringue, on a justement une émotion qui est magique. Et il y a un moment, on peut aussi perdre conscience de l'effet qu'on peut avoir en achetant son produit. Et évidemment, quand n'importe quel ado, mais en fin de compte n'importe quelle personne qui est sur TikTok, voit des vidéos d'influenceurs et autres qui derrière déballent tous les achats qu'ils ont pu faire et voient justement cette forme de générosité, cette forme d'abondance qu'il peut y avoir, eh ben on perd la notion justement réelle de l'impact de la mode sur justement l'environnement. Alors pour certains, c'est la fin de l'abondance, pour d'autres, visiblement pas, notamment dans l'ultra fast fashion. Je voudrais quand même qu'on redéfinisse avec vous ce que ça veut dire, cette mode éphémère. Elle est éphémère parce qu'il y a un rythme effréné des collections, de renouvellement. La problématique, c'est qu'on va faire vivre à ces consommateurs et à ces consommatrices une perpétuelle immédiateté. En fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire, c'est éphémère dans ce sens où il y a une production qui se fait en à peine 3 jours. Donc il y a des nouvelles collections tous les 3 jours. C'est 3 semaines chez Zara, et dans une marque classique, c'est plutôt de 2 mois à 6 mois. Donc on a une rapidité justement dans la production qui est juste hallucinante. Le deuxième, c'est que c'est aussi éphémère dans l'utilisation, puisque les produits sont d'extrêmement faible qualité. Et cette faible qualité fait que justement, on va les acheter, on va éventuellement les revendre sur Vinted, mais à peine parce qu'ils sont difficilement vendables. Et en plus, après derrière, on va les jeter. Et quand on les jette, on ne peut pas les recycler, on ne peut pas les réutiliser. Résultat, oui, c'est très éphémère à la fois dans la fabrication, mais aussi dans l'utilisation. De l'éphémère qui justement fascine finalement Jeanne. C'est ça aussi qui est très attractif pour ce public ado. Vous connaissez bien, encore une fois, chez Pixpay, vous pouvez aussi regarder le volume de consommation de la mode sur le budget de ces ados qui utilisent vos services. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les adolescents consacrent à peu près 7% de leur budget aux dépenses mode. Et pourtant, ça représente quasiment un tiers de leur empreinte carbone. Ça représente 30% de leur empreinte carbone, enfin des dépenses qu'ils font en tout cas, aujourd'hui. Donc il y a un vrai décalage entre le budget qu'ils allouent et la consommation que ça représente pour eux.
besoin d'éphémère, de se renouveler avec, comme disait Yann, beaucoup d'influenceurs qui changent de tenue tout le temps et ça donne envie. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des solutions qui émergent, notamment Vinted, qui a un grand succès aussi auprès des adolescents, qui permet de renouveler sa garde-robe à un coût environnemental un peu meilleur. En effet, encore une fois, on le disait avec vous et notamment avec cette étude très précise du Teenage Lab, elle est parue l'année dernière, mais elle est toujours d'actualité. 61% des ados seraient capables de réduire leur consommation au fast fashion, mais je ne sais pas si on parle exactement des mêmes ados, on va le voir dans un instant avec Yann. 13,5% de ces mêmes adolescents ont déjà fait une transaction sur Vinted. Donc on se dit qu'il y a quand même un cercle qui peut apparaître comme vertueux, mais avant justement d'arriver à ces plateformes aussi de revente de fringues ou en tout cas de biens. Je voudrais quand même qu'on voit aussi les autres problématiques qu'amène la fast fashion. Alors on parle de Shein beaucoup aujourd'hui, oui, parce que Yann Rivoalan ici veut l'interdire purement et simplement, mais il y a aussi Pretty Little Things qui est une plateforme du Royaume-Uni, Emiol qui est une plateforme hongkongaise. Est-ce que le raccourci est facilement fait sur fast fashion? C'est forcément aussi de la mode fabriquée en Asie. La mode est principalement fabriquée en Asie. Il y a beaucoup de lieux de fabrication. Il y en a évidemment en France. Ils sont plutôt adressés au secteur du luxe. Il y en a évidemment au Portugal, qui est un grand producteur justement de textiles. Il y en a évidemment aussi en Italie et tout autour de la Méditerranée. Mais in fine, l'Asie est le grand pourvoyeur et le grand fabricant depuis maintenant plusieurs décennies de textiles. Donc il est logique, dans un monde où la transition digitale fait qu'on a de moins en moins justement d'intermédiaires, que l'Asie justement s'empare maintenant aussi de la vente. Et ce qui fait que les nouveaux de la fast fashion comme Shein justement sont plus facilement asiatiques. Et puis après il faut rappeler, TikTok c'est chinois, Shein c'est chinois. Et en fin de compte, c'est deux sociétés qui fonctionnent de la même façon. La capacité algorithmique d'un TikTok, la capacité à pouvoir comprendre quel contenu va fonctionner pour quelle personne, c'est le même mode de fonctionnement que Shein qui comprend quel type de produit va fonctionner aussi sur quelle personne. Ce qui fait qu'il y a une vision justement aussi techno qui est très poussée aussi en Asie, une culture de l'intelligence artificielle aussi qui est là, et c'est ce qui explique aussi le succès de Shein. Et une culture aussi ce qu'on appelle les super apps en Asie et plus particulièrement en Chine, des sites dans lesquels on va pouvoir littéralement vivre l'intégralité de sa vie en ligne, mais pas que. On va pouvoir à la fois commenter sur les réseaux sociaux, avoir ses apps de messagerie chez Weibo par exemple, et avec WeChat, on va pouvoir aussi payer en ligne, on va pouvoir aussi acheter. Donc finalement, ce que vous décrivez là, Yann, c'est une recomposition pour des consommateurs numériques occidentaux de ces super apps où on va avoir cette alliance TikTok, Shein, et vous avez pu soulever le capot de l'algo, vous avez vachement de chance d'avoir pu le faire, parce que nous, on essaie de le faire tous les jours dans cette émission, on y arrive plus ou moins bien. Vous le disiez quand même dès fin février, dans une interview accordée à Libération, il va falloir se poser la question d'interdire Shein. C'est juridiquement possible déjà ? Alors, voyons comment on peut justement réglementer. On ne peut pas interdire une société, évidemment. Par contre, on a pu montrer avec Wish, il y a maintenant plus de 2 ans, comment des produits pouvaient être dangereux pour la santé. Il y a un certain nombre d'analyses qui ont été faites, par exemple par Greenpeace en Allemagne, qui montraient que près de 18% des produits de Chine, justement, ne respectaient pas certaines réglementations. On a pu voir aussi qu'il y avait un certain nombre de bijoux qui avaient des métaux interdits aussi au sein, justement, des produits qui pouvaient être envoyés en France. Donc, à nous de faire toutes les analyses, justement, qui permettront de comprendre si les produits de Chine respectent ou non certaines réglementations. Il y a par exemple REACH, en fait, qui est une des réglementations. Et puis, tout simplement, en fait, après, il y a tous les effets qu'on pourrait avoir sur notre santé aussi qui pourraient être pris en compte. Donc si on montre que ces produits ne sont pas bons, si on montre qu'ils ne sont pas corrects, évidemment, on pourra justement avoir une influence sur Shein. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on a quand même une société qui, à la fois, fait travailler ses collaborateurs sur un rythme inhumain. Ça peut être juste 1 jour de congé par mois, ça peut être 75 heures de travail par semaine. Donc, à ce rythme-là, il y a aussi, de toute façon, une conscience sociale qu'il faut activer. Donc, merci pour cette émission, justement, qui permet de montrer, justement, ces effets et qui permet de comprendre à toute la population qui achète chez Shein que leur acte aussi a des conséquences. Il y a cet impact sociétal et on va y revenir dans un instant des sites d'ultra fast fashion, mais je voudrais retourner la question à Jeanne Ravasi également. Le fait d'interdire purement et simplement Shein, si on devait en arriver là, que ce soit une décision prise par le gouvernement français ou à l'échelon européen par la Commission européenne, qui peut aussi intervenir en matière de droit de la concurrence, notamment pour la protection de ses consommateurs et de ses consommatrices, est-ce que ça
couperait l'envie à ces ados d'aller acheter sur des sites d'ultra fast fashion où finalement, la nature ayant horreur du vide, ils pourraient retrouver d'autres vêtements, si j'ose dire, ou d'autres chaussures éphémères à leurs pieds? Nous, en tout cas, donc chez Pixpay, on peut analyser effectivement les marchands chez qui les adolescents dépensent. Et c'est vrai que Shein cristallise un petit peu toutes les critiques de la fast fashion parce que c'est le pire et de loin. Mais en réalité, en fait, des acteurs de fast fashion, il y en a beaucoup qui sont présents dans les marchands préférés des ados. Vous en avez cité quelques-uns. Je pense aussi à Primark. Je pense en fait que interdire Shein, ça pourrait peut-être servir d'exemple. Mais pour moi, ça ne peut pas se faire sans en complément une vraie prise de conscience commune de l'impact à la fois écologique et à la fois sociétal de toutes ces marques de fast fashion et pas uniquement de Shein. Alors justement, Yann, vous rappeliez ces études notamment de Greenpeace ou encore de l'ONG Suisse Public Eye qui pointaient du doigt chez Shein non seulement les conditions de travail des collaborateurs et des collaboratrices, mais aussi la proportion extrêmement phénoménale de produits dits mauvais pour la santé et vendus sur le site. Cet impact sociétal, notamment en termes d'exploitation humaine, c'est vraiment un argument qui peut permettre de faire prendre conscience à la Gen Z que ces sites sont un danger, mais même pour elles. Alors, il y a une conscience sociale qui est variable, que ce soit dans la Gen Z que dans les populations en fait, qui sont aussi plus âgées. Donc, je pense qu'il faut, de toute façon, pas mettre un focus sur la génération. Il faut plutôt comprendre qu'il y a une vision long-termiste, qui comprend en fait, que la planète, désormais, est un enjeu phénoménal, et quelles sont les actions qu'il faut mettre en place pour la préserver à 1 an, 2 ans, 10 ans, 3 ans, 20 ans, 50 ans, un siècle. Et au contraire, il y a une population en fait, qui s'en fiche, en fait, qui a une vision très court-termiste des choses et qui n'a pas envie de regarder justement ce qui est en train de se passer. Donc je pense qu'au-delà de ce focus qu'on met sur cette population, sur la Gen Z, allons plus loin sur les motivations de tout à chacun. Permettons à tous ceux justement qui ont une conscience sociale et écologique forte de pouvoir justement mettre en place ces vrais changements. Et puis voyons comment, sur ceux qui ne souhaitent pas justement les mettre en place, on peut réglementer de façon à éviter justement les débords. Et dans cette réglementation, je reviens justement sur toutes les autres marques qui peuvent aussi beaucoup produire. Il faut trouver des critères qui permettraient justement d'avoir une certaine raison. Et cette raison, ça peut être par exemple de se dire, on ne fait pas plus de 1000 nouveaux produits, par exemple, par jour. Voilà. 1000 nouveaux produits, ça semble hallucinant. Chez Shein, c'est jusqu'à 8000 nouveaux produits par jour. 8000 nouveaux produits par jour. Quand un Zara, par exemple, en fait 500 par semaine. Quand une marque, justement, plus classique, va en faire de 250 à peu près 1500 tous les 6 mois. Donc ces 8000 par jour, en fait, n'ont pas de sens. Elles n'ont pas de raison. Et de fait, de pouvoir justement permettre cette forme de réglementation, on se dit il y a un maximum de 1000 produits par jour qui peuvent être inventés. Ça laisse encore libre cours à une immense création, évidemment. Et en même temps, ça évite aussi la surconsommation dans laquelle on est en ce moment. Donner un chiffre, un numerus clausus de produits justement vestimentaires créés par jour pour éviter cette surconsommation. Mais on a vu, sur de point de vue la conscience sociétale justement de ces consommateurs et consommatrices, l'impact notamment chez Zara et ses déboires quant à la polémique lorsque ses sous-traitants faisaient appel et avaient recours à des camps ouïghours pour pouvoir fabriquer certaines lignes de produits. Il y avait des levées de boucliers, beaucoup sur les réseaux sociaux notamment, et de la part, je remets de la génération dans ce débat, mais notamment de la part de la Gen Z, et pas forcément de ses aînés, pour le coup, qui continuent à acheter chez Zara. Ça aussi, ça peut quand même avoir un impact, alors un double impact, à la fois positif sur les marques qui vont encore plus regarder de près l'état j'allais dire quasiment les services de leurs prestataires, et de leurs sous-traitants, mais aussi avoir un impact sur la consommation de ces consommateurs et consommatrices-là, ou pas du tout, je me fous le doigt dans l'œil. L'enjeu de la traçabilité est crucial. De comprendre où les produits, justement, où est-ce qu'on cultive les matières. Par exemple, le lin est en soi produit en fait à près de 80% en France. Où est-ce qu'il est fabriqué? Où est-ce qu'on fait les tissus? Où est-ce qu'ils sont assemblés? Dans quelles conditions? Évidemment, les Ouïghours, c'est inadmissible. Et après, quels sont les allers-retours qu'on va avoir dans ces produits pour éviter justement d'avoir trop de consommation de pétrole ou autre. Donc de comprendre toute cette chaîne de valeur, ça permet évidemment de réduire justement l'empreinte écologique. Et je reviens justement sur l'effet de la seconde main, parce qu'à partir du moment où on ne produit pas,
et on est juste dans de la redistribution à travers la seconde main, et ben là on a une empreinte écologique qui est très faible. D'où justement la voie qui est prise par les marques françaises, qui se dit on fabrique des vêtements qui sont de plus en plus durables, et grâce à ces vêtements plus durables, eh bien on évite de reproduire à nouveau, et en évitant de reproduire à nouveau, ben, on a une empreinte écologique qui est extrêmement faible. Ce qui fait que la mode française, justement, prend le tout dans cette traçabilité en disant je vais dire vraiment où c'est fabriqué, qui, quoi, comment. Et en plus, derrière, je vais créer des chaînes pour que justement ça reste en France et qu'on évite de polluer. On va revenir justement à ce marché de la seconde main, à la mode durable dans la deuxième partie de cette émission. Je voulais juste boucler cette partie en redonnant la parole à Jeanne. En effet, encore une fois, cette conscience sociétale, c'est un driver pour pouvoir aborder de meilleures pratiques en matière de consommation de mode et de fashion. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a à la fois effectivement offrir des solutions qui sont abordables pour cette jeune génération et des habitudes à prendre, mais il y a aussi derrière un acte un peu engagé. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec cette Gen Z, c'est que quand on les interroge, on voit bien que, comme vous disiez, 61% sont prêts à changer d'habitude. Pour autant, ils n'ont pas les moyens de le faire, mais peut-être qu'ils se donneront d'autant plus les moyens qu'on leur explique sans être punitif et sans jugement qu'en fait, leur consommation de fast fashion a un impact qui dépasse leur personne. Alors, on va faire un tour du côté de la planète Tech. On va s'arrêter à l'espace d'un instant pour justement pouvoir mieux repartir sur notre discussion dans la deuxième partie de cette émission. Et on revient dans un instant. Et c'est le zap du très fashion Édouard Degnaud. Land it in this square. I'm not sure how to get it down to the floor. They're gonna press the button and angle down. You gotta make sure you're Et nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Yann Révaux-Allon pour la Fédération française du prêt-à-porter, toujours en compagnie de Jeanne Ravasi pour Pixpay et le Teenage Lab qui va justement scruter les habitudes de consommation des ados. Vous le savez, aujourd'hui, on parle du phénomène Shein. Faut-il interdire l'ultra fast fashion? Comment réconcilier la conscience écologique des ados avec leur mode de consommation? On reprend notre discussion dans un instant, mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière l'attaque. Et Jeanne, on ne quitte pas le monde de la fashion avec toi aujourd'hui, oui, mais on va partir du côté du segment luxe avec cette collaboration littérale entre le maltier français Louis Vuitton et l'artiste japonaise Yayoi Kusama. Oui, et difficile pour le promeneur parisien de ne pas avoir l'impression, quand il se promène sur les Champs-Élysées, d'être littéralement propulsé dans King Kong, le film de 1933. Sauf que King Kong, en l'occurrence, eh bien, c'est l'artiste japonaise de 94 ans, Yayoi Kusama, sculptée à taille d'immeuble au-dessus de la boutique du célèbre maltier français au 101 avenue des Champs-Élysées.
Champs-Élysées, mais aussi, comme si ça ne suffisait pas, devant la Samaritaine, le grand magasin propriété de LVMH. Ces réalisations absolument titanesques, elles signent la collaboration que Louis Vuitton a proposée à Yayoi Kusama en 2023, qui entend recouvrir la toile griffée LV par un autre motif, celui des pois multicolores ou en noir, comme on le voyait sur l'image, dont l'artiste émaille son œuvre depuis les années 60. Une artiste qui a toujours été au top de la tendance et de la mode, mais qui est vraiment Yayoi Kusama? Alors, Yayoi Kusama, elle est née le 22 mars 1929 à Matsumoto, au Japon, au sein d'une famille nombreuse qui vit de la vente de semences et de la gestion de pépinières. Alors, quand on la voit à 10 ans et aujourd'hui en égérie Vuitton, sa vie avait l'air beaucoup plus poétique avant, mais il ne faut pas se fier aux apparences. En 1941, après Pearl Harbor, la petite fille de 12 ans doit servir le pays avec d'autres enfants pour fabriquer des uniformes militaires et des parachutes. Et la vie de Yayoi Kusama n'a en effet pas grand-chose d'un long fleuve tranquille. Dès ce même âge de 12 ans, eh bien, la jeune fille souffre d'hallucinations visuelles dans lesquelles elle situe l'origine de la répétition des motifs dont elle va recouvrir plus tard et tout au long de sa vie l'espace dans ses œuvres. Elle rappelle son souvenir d'enfance un jour, après avoir vu sur la table la nappe du motif de fleurettes rouges, j'ai porté mon regard vers le plafond. Là, partout sur la surface de la vitre, comme sur celle de la poutre, s'étendaient les formes de fleurettes rouges. Toute la pièce, tout mon corps, tout l'univers en était plein. Une histoire d'amour, une histoire de collaboration et peut-être aussi un petit peu de business, née il y a 10 ans avec Louis Vuitton. Tout à fait. Louis Vuitton, Yayoi Kusama, c'est une histoire d'amour donc, qui dure depuis plus de 10 ans. Leur collaboration, elle avait commencé en 2012 avec la décoration de boutiques, comme par exemple celle située à New York sur la 5e avenue, qui était déjà complètement hallucinante. Et cette fois encore, Vuitton a vu les choses en grand, en immense. Au gigantisme des sculptures parisiennes qu'on voyait au début, eh bien, répond celui du casting de modèles qui portent les vêtements et la maroquinerie Vuitton Kusama. Ça va de Bella Hadid jusqu'à Gisele Bündchen, jusqu'à encore plus récemment, ça vient de sortir, Kate Blanchett. Rien n'est trop beau pour mettre en valeur l'imprimé Louis Vuitton et les motifs polychromes de Yayoi Kusama. Mais alors je reprends ma question, mon capitaine. Est-ce que c'est une histoire de marketing, d'amour pur et dur, de luxe, d'art ? C'est un peu tout en même temps quand même. On va pas se mentir. La marque de fabrique de Yayoi Kusama, c'est d'utiliser des motifs qui, de l'unité basique qu'est le point, peuvent s'étendre à l'infini. L'infini, c'est un thème qu'elle chérit notamment avec ses Infinity Mirror Rooms, qu'elle commence à partir de 1965, on le voit là, et qui joue avec les effets d'optique générés par des miroirs pour créer des visions d'infini où se répètent inlassablement ces pois ici lumineux. À leur propos, elle dit: les pois sont le symbole de la vie même. La vie commence avec une cellule qui est ronde comme un point, et les pois sont ces cellules qui se multiplient sans fin. Et par là, Yayoi Kusama, elle explore un autre concept qui lui est cher, c'est celui d'oblitération de soi, c'est-à-dire, en fait, dès lors que le spectateur, en se perdant dans les espaces qu'elle produit, eh bien, il peut avoir l'impression de se fondre dans l'œuvre elle-même. L'artiste, elle aussi, en se mettant en scène dans ces environnements de poids, eh bien, elle participe de cet élan de disparition, de fusion de soi avec l'environnement. J'ai eu la chance de pouvoir justement toucher des yeux, même pas du doigt, cette Infinity Mirror Room il y a quelques semaines à Toronto. J'étais moi-même totalement effacée finalement dans cet infini. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite contradiction entre cette envie justement d'effacer l'individu face à l'immensité de ces points, de cette infinité, et en même temps cette sculpture géante qui affiche vraiment Yayoi Kusama comme l'héroïne d'une mode moderne? Alors oui, en plus on peut reformuler un peu la question et l'étendre à d'autres collaborations que Louis Vuitton a tissées avec des artistes tels que Jeff Koons ou Murakami, et la reformuler un peu de cette façon. Est-ce que c'est rapprocher l'art de la vie, et dans ces cas-là c'est cool, ou est-ce que c'est mettre la big money et le luxe le plus tape à l'œil dans l'art, et c'est dans ces cas-là un peu naze. Bref, la revue spécialisée Beaux-Arts Magazine va plus loin en demandant: Louis Vuitton n'exploite-t-il pas un peu trop l'image de cette artiste très âgée, sortie pour l'occasion de l'hôpital psychiatrique où elle est internée volontairement depuis 1977? Et oui, en effet, l'artiste, elle vit depuis les années 70 de son propre chef dans l'institution psychiatrique de l'hôpital Saiwa à Tokyo, et où elle a son atelier, et où elle est donc aujourd'hui âgée de 94 ans. Elle est plus toute jeune, mais il faut savoir que Kusama
Kusama, eh bien, elle a toujours joué de cette porosité entre l'art, la vie, l'apparence, la mode. Elle avait elle-même créé sa propre marque en 1968 et peut-être qu'une de ses œuvres qui répond le mieux à cette ambivalence même entre omniprésence et disparition de soi s'appelle le Narcissus Garden. On la voit, elle est faite d'un ensemble de boules miroitantes, motif repris aussi par Vuitton dans leur collab de 2023. Dans cette œuvre, on peut comprendre en fait sa devise « Ma vie est un poids perdu parmi des millions d'autres poids ». À la fois, ce poids, POIS, il représente la volonté d'être une unité, un monde en soi. À la fois, il disparaît face à toutes les autres formes, tous les autres poids qui lui ressemblent. À la fois, il est une forme pleine et à la fois, par ses surfaces miroitantes, il n'est que le monde alentour qu'il reflète. Bref, je vous laisse avec ces pensées philosophiques pour songer à cette question de l'insertion de l'artiste dans son environnement, fût-il celui du marché du luxe. Est-ce que c'est le miroir aux alouettes et au pointillisme du luxe? On va retourner la question à Yann Rivaux-Allan après cette magnifique chronique de Jeanne. On parlait tout à l'heure de l'émotion que procure justement la mode et ce rapport justement à l'esthétique. Le luxe, c'est le dernier segment qui permet justement cette émotion. Alors, le luxe, déjà, c'est 30% du CAC 40, sans compter Chanel qui n'en fait pas partie. Donc, c'est en soi un vrai succès économique français. Deuxièmement, se balader sur les Champs-Élysées, c'est gratuit. Et donc, quand on voit ce type d'œuvre, sachant qu'il y a à peine 20% des Français qui vont au musée, c'est une capacité de voir de la création et c'est accessible à tout le monde. À tout le monde, y compris aux étrangers, justement, qui viennent en France. Il est quand même plus agréable, en fait, de voir ce type d'œuvre que les poubelles, en fait, qu'il peut y avoir un peu partout. C'est ce que j'allais vous dire en ce moment. Voilà, donc, dans le style, levons les yeux au ciel. Ça rattrape un petit peu. Et la magie de la mode, c'est que tous les jours, justement, on crée. On crée sur son corps, on crée en société. Et ce qui fait que le luxe influe, et le fait de pouvoir justement, avec cette magnifique artiste, créer ce type de collaboration, montre, à mon avis, deux choses. La première, c'est justement dans la fusion de différents écosystèmes qu'on arrive encore plus à créer. Et puis après, je trouve qu'il y a quelque chose de très instagrammable aussi dans ces créations. Ce qui fait qu'on voit quand même la force aussi de communication de toutes ces très belles sociétés. Et là, on a vraiment quelque chose qu'on a envie de mettre sur tous nos réseaux sociaux de façon à encore plus amplifier justement l'effet de ces marques de luxe. Donc, je trouve que c'est une très belle collaboration. On peut être très fiers justement de ce que font toutes les marques de luxe, justement pour toute l'économie française. Et puis, je découvre qu'on peut être dans un hôpital psychiatrique en fait depuis des années et savoir toujours autant créer. Donc, en soi, ça montre en fait l'équilibre fragile des artistes et comment en fait justement ils nous donnent à travers cette fragilité beaucoup en fait de bonheur. Mais c'est intéressant, parce que là, vous décrivez finalement ce complément, ce continuum entre des réseaux sociaux américains comme Instagram par exemple et ces marques de luxe françaises. On a envie d'afficher le beau justement sur ces réseaux et en même temps on parlait tout à l'heure de ce continuum là aussi entre TikTok et Shein sur la partie ultra fast fashion. Il y a quand même un hiatus entre le luxe et la fast fashion, c'est que très souvent ces modèles qui s'affichent justement avec ces grandes marques et ces grands noms vont se retrouver avec une libre interprétation, parce que ce n'est pas de la contrefaçon pure et dure, sur ces sites justement de mode éphémère. Est-ce qu'il y a un risque réputationnel et un risque d'image pour les marques? En soi, je ne pense pas. La création, c'est aussi en partie la copie. Donc il faut accepter de toute façon qu'il y ait des réinterprétations permanentes. 2, il y a une vraie législation justement pour empêcher les copies. Donc normalement, il y a quelque chose qui est mis en place de façon assez rationnelle pour éviter ceci. 3, je crois que désormais, de toute façon, les consommateurs sont habitués à l'empreinte de la marque. C'est-à-dire l'image de la marque est très importante. Ce qui fait que le vrai travail des marques désormais, au-delà justement du produit, c'est de comprendre comment est-ce qu'ils font des vraies images, des vrais concepts. Et que, au-delà justement de acheter un t-shirt, acheter une robe, acheter un sac, on achète des valeurs. On achète justement de la création. Et c'est dans cet envers justement du décor qu'il faut maintenant aller. Et c'est justement là aussi où les marques françaises vont de plus en plus. Je peux penser par exemple à Bache, qui année après année, pour s'internationaliser, a vraiment travaillé les valeurs de sa marque à travers des œuvres qualitatives. On voit par exemple ce qu'ils ont fait dernièrement pour les femmes. Il y a une vraie action derrière sociétale qui est mise en place. Toujours pareil, pour travailler l'image de la marque. Ouais, Bache avec une très belle campagne justement qui met en avant les entrepreneurs
et les créatrices. On va reprendre justement notre conversation, la continuer sur l'impact de l'ultra fast fashion et la façon dont on peut justement s'éduquer à une mode plus durable. On ouvre la deuxième partie du talk tout de suite. Et on est toujours en discussion avec Yann Rivaux-Allan pour la Fédération française du prêt-à-porter, Jeanne Ravasi pour Pixpay et le Teenage Lab. Et évidemment, Jeanne Dreyfus est toujours à nos côtés. On parle justement de cette éducation à la mode durable. Comment est-ce qu'on peut justement concevoir cette consommation plus raisonnée, plus raisonnable, à la fois des marques de la fashion, mais pas que. C'est important pour les jeunes consommateurs, c'est aussi important pour les marques qui montrent qu'elles ont aussi cette conscience écologique. On abordait tout à l'heure la question du marché de la seconde main. Concrètement, aujourd'hui, Yann, ça représente combien de pourcentage sur le segment de la vente, justement, en prêt-à-porter en France? Vinted est le troisième acteur en termes de transformation, en termes de transactions plus exactement, au 4e trimestre 2022. Ce qui fait qu'on a un acteur désormais qui fait près de 5 millions de visiteurs uniques par jour. Et donc, on a 1/10 de la population française quasiment qui, tous les jours, va sur Vinted, tel un réseau social, mais cette fois-ci plutôt pour échanger des vêtements ou parfois aussi d'ailleurs des livres. Donc on a une seconde main maintenant qui est une vraie habitude de consommation en France et qui se fait à différents niveaux, puisqu'on a évidemment la partie du luxe qui peut se mettre en place par exemple avec Vestiaire Collective, et puis une partie justement plus ouverte, on va dire, avec Vinted. Vestiaire Collective, qui est une des licornes françaises, pour ne pas le rappeler. Jeanne, c'est intéressant, justement, vous avez aussi analysé la consommation de ces adolescents via Pixpay Teenage Lab sur Vinted et sur les sites de seconde main. Là aussi, c'est une source que vous voyez monter tout à la fois en termes de consommation, de dépenses de ces ados, mais aussi de revenus, parce qu'ils gagnent aussi de l'argent en revendant leurs vêtements. Oui, exactement. Donc, comme on disait tout à l'heure, pour moi, les adolescents, ce qui va être une solution pour eux, c'est des solutions qui, à la fois, sont plus responsables et à la fois ne nuisent pas à leur budget. Donc, ce qui est super avec Vinted, c'est que déjà, ils peuvent effectivement renouveler leur garde-robe à moindre coût et à un coût environnemental plus responsable. Vinted est notre 8e marchand préféré des adolescents aujourd'hui. Effectivement, ils vont aussi pouvoir se faire un peu d'argent. Et donc, pour eux, c'est très important parce qu'ils ont de l'argent de poche tous les mois ou toutes les semaines, mais c'est donc des petits montants. Et ils sont toujours en quête de nouvelles sources de revenus. Donc, revendre sur Vinted pour la mode, sur Le Bon Coin pour leurs objets ou trouver des petits boulots. Mais Vinted, aujourd'hui, fait vraiment partie intégrante de leurs habitudes et aussi de leurs revenus. Source de revenus, encore une fois, 11%, c'est le pourcentage des Français, alors là, pas que ados, intergénérationnels, qui ont acheté un bien de seconde main durant l'année 2021. Et parmi ces biens, les vêtements, c'est ceux qui ont le plus de succès. En 2 ans, on est désormais en 2023, le nombre d'achats de seconde main a bondi de 140%. On voit que ça devient un véritable réflexe dans les habitudes de consommation. Ça fait partie de ce qu'on peut justement imaginer en éducation à une mode plus durable, plus raisonnée. Est-ce qu'on est forcément un bon éco-citoyen parce qu'on revend ces objets ou qu'on les achète sur des sites de seconde main? On a une bonne gestion à la fois de la planète, mais aussi on a une bonne gestion de son portefeuille. Parce que acheter un jean, acheter un t-shirt, acheter une robe 20-30% plus cher, mais avec la capacité de pouvoir le revendre, c'est évidemment quelque chose qui fait qu'on va avoir une gestion de son portefeuille simple. Parce que la revente à 30, 40, 50% moins cher fait qu'on a une dépense derrière de son vêtement qui va être justement 50% aussi inférieure. Donc la gestion de la seconde main se fait évidemment en fait dans une vision de je garde mon pouvoir d'achat et puis après je sais en fin de compte que pour la planète c'est beaucoup mieux. Il faut célébrer aussi Le Bon Coin. Je pense qu'on oublie Le Bon Coin. Oui, je n'en parlais il y a un acteur instant. français, voilà, aussi qui est très important, avec un vrai dynamisme qui se met dans cette société. Et puis, il faut penser aussi à toutes les autres sociétés, comme Emmaüs, par exemple, aussi, qui a une action aussi sur le terrain, qui est certes différente, qui est beaucoup plus ancienne, mais aussi qui permet justement de bien travailler la seconde main. On va citer aussi le relais, notamment, qui est ce relais de consommation et ce relais justement de benne où vous pouvez déposer vos anciens objets non utilisés et vos vêtements également pour pouvoir, là aussi, les proposer à des œuvres caritatives, mais pas que. On est sûr que la seconde main, c'est pas de la surconsommation déguisée ou du greenwashing. Tous les jours, on s'habille. On a tous dans nos armoires assez de fringues pour tenir en général 10 ans. Donc il faut au moment aussi accepter cette forme de plaisir. Et un plaisir qui a peu d'impact sur l'environnement, je crois en fait, a le droit d'exister.
de façon à pouvoir justement continuer à avoir le plaisir de se fondre dans une société, à pouvoir montrer une forme de singularité. Et donc, à la fin, je ne vois pas le rapport avec la surconsommation. Voilà. Je vois au contraire, ça s'annule, en fait. Je vois au contraire en fait une capacité à avoir une vie qui est aussi pleine d'émotions et qui est essentielle dans nos sociétés, parce qu'on voit des complexités en fait tous les jours en fait qui sont là et qu'on a besoin aussi de ces émotions pour pouvoir les dépasser. Donc, trouvons là où il y a des vraies actions justement pour la planète, et la seconde main est une véritable action pour la planète. Ce qui fait que le procès en fait de la surconsommation, pour moi, ne me touche pas. On a vu aussi ces marques de prêt-à-porter, notamment français. On citait Bâche tout à l'heure. On va aussi pouvoir parler de Maje, de Sandro, de Claudie Pierlot. Ok, c'est le même groupe, mais quand même. Qui proposent aujourd'hui beaucoup des outlets ou des places de marché de seconde main aussi sur leur site directement. Honnêtement, aujourd'hui, ça leur coûte plus que ça ne leur rapporte en termes de chiffre d'affaires, mais c'est surtout une façon d'afficher ces valeurs d'éco-responsabilité face à des consommateurs et des consommatrices qui, aujourd'hui aussi, appellent de leur vœu ces comportements des marques. Alors, ces valeurs existent depuis longtemps. Parce que si je reprends par exemple Bâche, dès le début de Bâche, il y avait la volonté d'avoir des collections durables. Donc tout de suite, on a toujours de toute façon vu en fin de compte avec le temps. Là, on a des chiffres justement sur la seconde main qui sont intéressantes parce qu'on retrouve des volumes qui sont assez proches de ce que pouvait faire la vente e-commerce en 2013-2015 à peu près. Donc, on commence à faire du volume justement sur ces sites et donc les marques aussi réinventent des business models. Je peux par exemple citer Petit Bateau qui découvre qu'en vendant de la seconde main, ils trouvent une clientèle qui n'achetait plus de la première main, qui redécouvre la marque et qui voit justement qu'ils ont des produits très durables et voyant que les produits justement sont de qualité, eh bien ils rachètent après en première main aussi. Ce qui fait qu'il y a toujours dans l'image de la marque, dans la capacité à pouvoir accompagner leurs clients, une vraie action dans la seconde main, une vraie action écologique et donc derrière, une véritable action justement pour pouvoir bien vivre la mode. Alors justement, cette éducation à une mode durable, c'est une urgence, on l'a compris aujourd'hui sur ce plateau, mais qui peut s'en porter garant? Jeanne, j'ai envie d'abord de vous entendre sur cette question-là. Les marques, les influenceurs, les influenceuses, les institutionnels, les parents, qui va être ce driver, ce leader d'opinion et de changement de comportement sur cette éducation à une mode plus raisonnée? Alors nous, le pari qu'on a fait, c'est de faire de la pédagogie vraiment par l'expérience. Donc Pixpay, c'est une carte de paiement pilotée par les parents et donc les adolescents vont avoir une application sur laquelle ils vont pouvoir suivre leurs dépenses et leur budget. Et sur chaque transaction, ils vont avoir le détail de l'empreinte carbone de la transaction qu'ils viennent de faire. Et ensuite, à la fin du mois, ils ont un petit bilan un peu consolidé qui en fait leur permet de se rendre compte. Parce que souvent, on dit oui, telle marque est pas bien ou telle marque est meilleure, mais en fait, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire ou même ça émet tant d'équivalent en kilo CO2, personne ne sait exactement à quoi ça correspond. Donc non, on a voulu un produit vraiment très pédagogique où sur chaque transaction, on va leur dire, là, tu as émis tant d'équivalent kilo CO2, ça veut dire que c'est équivalent à, par exemple, un aller-retour Paris-New York, je dis n'importe quoi, et voici des marques qui sont mieux pour toi, et voilà comment tu te situes par rapport à d'autres adolescents. Donc en fait, c'est vraiment, nous, ce qu'on a voulu, c'est une approche qui est très concrète et vraiment par l'expérience, et on pense que c'est par là qu'on arrivera à faire vraiment prendre conscience aux jeunes de l'impact de leur consommation, oui, mais en fait quel impact et comment on le chiffre et comment on leur explique. Donc je pense que les marques peuvent avoir ce rôle, en tout cas les cartes de paiement peuvent avoir ce rôle à jouer. Et je pense aussi que les influenceurs, en tout cas pour la Gen Z, ont un vrai rôle à jouer parce que c'est leur premier modèle et on voit de plus en plus d'influenceurs seconde main qui vont dans les fripes, qui même montrent des tips pour bien acheter sur Vinted. Je pense que c'est en changeant un peu les modèles qu'ont les jeunes qu'on va permettre un changement global. Et c'est intéressant parce que l'outil que vous proposez, il est mesurable, il est quantifiable. Là aussi, c'est peut-être, Yann, le secret justement de cette éducation, encore une fois, à une mode plus raisonnée, plus durable. C'est le fait de pouvoir vraiment mesurer son impact et ses actions. On est dans un monde de data. On peut avoir des montres connectées qui nous montrent le nombre de pas qu'on peut faire par jour. On peut voir justement la qualité du sommeil qu'on peut avoir. À partir du moment où on arrive à lier toute la data, que ce soit au moment du paiement, que ce soit justement dans la vie du produit, que ce soit dans sa façon de l'avoir fabriqué, qu'on puisse l'acheter en seconde main, qu'on puisse l'acheter en boutique, qu'on puisse l'acheter sur un site, eh bien cette data permettra justement d'avoir un monde avec moins de pertes, avec une meilleure conscience écologique. Donc je félicite justement ce type d'innovation parce qu'il permet d'aller plus loin justement dans la vision écologique.
Une vision écologique qui va pouvoir justement se répercuter dans la consommation des ados, mais pas que. C'est ça aussi, l'éducation à la mode durable. Merci Yann Rivoalan pour la Fédération française du prêt-à-porter d'avoir été avec nous, d'avoir éclairé justement avec des chiffres et des comportements très précis. C'est pratique. Merci à Jeanne Ravasi, Pixpay et le Teenage Lab qui est toujours une source extrêmement précieuse pour décoder la consommation des ados. Merci comme toujours à Jeanne Dreyfus pour ses idées derrière la tech. On se retrouve nous dès demain pour d'autres aventures dans l'école du futur.